Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il était en quête de cette... L'émigration n'a pas été la même Non. pour l'un comme pour l'autre. Il y en a un qui a été très, on va dire, bagarreur, jusqu'au débarquement de Quiberon, totalement raté. Oui. Moi qui ai travaillé sur les faux monnayeurs, sur la fausse monnaie, à cette époque-là, ça a été un des plus grands faux monnayeurs que la France ait connu. C'est extraordinaire. Cette histoire devrait être racontée d'ailleurs. Ah oui, parce que c'est absolument génial. Il fournissait le papier. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais il est, c'est un personnage presque de roman parce qu'il a vraiment connu des choses assez dingues. Il a vécu en Angleterre. Enfin bon, c'est assez. Mais effectivement, il aurait voulu. Il voulait, et tout ce qui pouvait concourir à ce qu'il le soit. C'est ça. Mais il est resté figé, lui. Il est resté figé sur la vie d'avant. En tout cas, ce que j'en ai compris du personnage, c'est ça. Alors, je crois qu'il faut le nuancer. Eh ben, vous êtes là pour ça, justement. Pardon. Ce qui est important, alors ça, c'est vraiment, il me semble, enfin, c'est une découverte en lisant les textes contemporains, les faits, c'est que personne ne savait avant le sacre, hormis le livre des prières qui avait été publié par ordre de l'archevêque de Reims, mais personne ne savait comment le sacre allait se dérouler. Le livre des prières ne dit rien, ni des serments, ni de la cérémonie du roi qui dort, ni etc., etc. On ne savait pas, et la monarchie a tout fait pour conserver le secret là-dessus. Ouais, jusqu'au bout. Hein, oui. Alors, ça me semble signifier que le roi a voulu faire du sacre un événement, au sens fort du terme. On pourrait dire, si le mot n'était pas si moche, un événement performatif. Alors, je dis performatif, vous savez, la formule, la séance est ouverte. C'est ça, ce qu'on dit, ça. fait. Ouais, et le sacre devait produire quelque chose et donner finalement la ligne de ce que devait être, à ses yeux, la monarchie à venir. Tout à fait, oui. Alors on voit qu'elle est quand même accueillante à certains aspects de la société récente, puisque il y a des maréchaux d'Empire qui l'aident et qui portent les régalias à la fureur de Chateaubriand, de voir Moncey porter l'épée de Charlemagne. Joyeuse. Mais donc, il y a ça. Il y a les prières ont été expurgées de tout ce qui, ou presque tout ce qui pouvait laisser penser que c'était par le sacre que le roi était roi. À part un membre de phrase qu'on a oublié de traduire du latin en français, ce dont la presse de gauche est immédiatement emparée pour dire que voilà, c'était la preuve du complot, et c'était assez drôle ça. Une presse qui était cultivée à l'époque, qui savait le latin, ça nous change. Oui. C'est sûr que c'est autre chose. Puis il faut drôle. Mais pardon. Il faut vraiment qu'on comprenne que c'est un événement, comme vous le disiez. C'est plus qu'un événement. C'est pas juste une journée. Hein, c'est quelque chose d'énormissime, le sacre. Franchement, je m'en rendais pas compte avant d'avoir lu votre livre. Le sacre, oui, ok, le roi était sacré, ça durait 7 heures, très bien, ok, on est content. D'abord, lui, il a raccourci, parce que de 7 heures, on passe à 4, ça n'a rien à voir, mais il y a tout ce qu'il y a avant, et tout ce qu'il y a pendant, et tout ce qu'il y a après. Et c'est ça qui est extraordinaire, que je ne savais pas, moi, j'avais jamais travaillé là-dessus. Il y a la fabrication de tout ce qui est ornement, les parures, le manteau, qui avait été préparé pour Louis XVIII, d'ailleurs, mais ça s'est pas fait, puisque, évidemment, Napoléon revient, et puis ensuite ils n'avaient pas d'argent, donc il n'y avait plus d'argent. Et puis je crois que les Prussiens étaient encore là, enfin tout le monde était là, quoi. Donc il y avait encore les armées d'occupation, si j'ose dire. Jusqu'en 18. Pendant un an, oui, c'est ça. Oui, mais quand même, ça a retenu Louis XVIII. Donc il pouvait pas se faire sacrer au milieu des baïonnettes ennemies. On est d'accord. Et après c'est trop tard. Et après c'était malade. Oui. Donc il y a tout ça, c'est toute, j'allais dire, toute la fine fleur du savoir-faire français. Ah oui. En fait, qui se met en branle, et ça coûte énormément d'argent. Oui. Aujourd'hui, si on le ramenait en euros, on a une idée? Je ne sais pas faire les comptes. Je crois qu'on est à peu près à 30 millions d'euros. Ah oui. En gros, 30 millions d'euros. On se dit, mais c'est phénoménal, ils sont cinglés. Rapportons ça aux Jeux Olympiques de Paris, là, à la cérémonie d'ouverture, qui a coûté 100 millions d'euros. Oui, c'est dérisoire, voilà, le sacre. Et ce que ça a rapporté, on va voir ensemble tout ça, ce que ça a rapporté, toutes les entreprises qui ont travaillé dessus. Et il fallait aussi montrer à l'Europe, il fallait en remontrer à l'Angleterre, qu'on était plus fort, qu'on était revenu.
La C'est tout grande ça, en rivalité. fait. Alors, il y avait deux choses, finalement, d'un point de vue de relations extérieures. Il y avait la rivalité ancestrale avec les Anglais, Ancestral, parce ça, que on est c'est d'accord. notre ennemi On est naturel. d'accord. Ce sont les C'est Anglais. Et il y a le fait que la France, petit à petit, au fil des congrès, Troppau, Laibach, Vérone, avec la guerre d'Espagne ensuite, était en train de reconquérir petit à petit sa place dans ce qu'on n'allait pas tarder à appeler le concert des nations, place dont elle avait été complètement écartée absolument. au moment des traités de Vienne. Alors, cette reconquête progressive est aussi un élément qui illustre la présence d'ambassadeurs éminents C'est ça. lors de la cérémonie. Mais la démonstration du savoir-faire, de l'économie, ça va de pair. C'est ça. La France s'affirme Ouais, c'est ça. économiquement, politiquement, socialement. C'est le but du sacre. Alors, il faut faire une parenthèse pour la belle exposition qui se tient en ce moment à la Galerie des Oui, Gobelins, oui, où on peut évidemment admirer absolument. toutes ces Ouais, c'est vrai. Alors, produits. là, on enregistre en ce moment, on est en 2025. Ceux qui écouteront en 2027, c'est trop tard pour vous. Mais effectivement, il y a une magnifique expo à Paris. J'espère à Reims aussi. Je sais, j'ai pas regardé, j'ai oublié de regarder, mais j'espère que Reims fait quelque chose. Ah Ils oui, sont très, oui, Reims ils fera sont quelque très chose, jaloux, forcément. évidemment. Et d'ailleurs, c'est pas neutre que ça se passe à Reims. Il y a eu un lobbying extrêmement important parce que pour Louis XVIII, c'était Paris. Alors, pour Louis XVIII, on ne sait pas très bien. Au fur et à mesure que sa santé déclinait, on Oui, en essayait plus, de il le y a ça aussi. rapprocher Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y des a ça Tuileries. aussi. Mais il y avait une autre chose, c'est que pour beaucoup d'esprits, la cathédrale de Notre-Dame de Paris avait été souillée Ouais, exact. par le L'usurpateur. sacre de l'usurpateur. Ouais. Et alors, il y a ceux qui considéraient qu'il fallait que le sacre comporte une dimension expiatoire en plus Oui. et purifiante, et que la Notre-Dame de Reims soit lavée de cette salissure. Louis XVIII avait, dès le début de son règne en 1814, comme le fera son frère en 1824, promis à une délégation rémoise, qui Ouais, faisait ouais. un lobbying C'est efficace ça. à cette époque-là, qu'il se ferait sacrer à Reims. C'était quand même plus la ville de tradition. La plupart des sacres ont eu lieu à Reims. Oui, ça, il y en a très peu Et- finalement oui, oui, qui n'ont pas eu lieu. à Reims, oui, oui. On est d'accord. Tiens, une colle. Je ne savais pas, mais j'ai la réponse parce que j'ai regardé, mais objectivement, je me serais trompé. À votre avis, combien il y a eu de rois sacrés à Reims? Alors, je ne sais En pas. 1000 ans, 33. 33. Finalement, c'est pas tant que ça. Non. Non. J'étais très surpris. Il y a eu quand même des longs règnes. Hein. Mais oui. C'est impressionnant. Donc bon, Oui, ça, nous, c'est on une est face à des parenthèse. règnes courts entre Oui, Louis oui, c'est XVIII. vrai. Ça, Bah, c'est Louis sûr. XVIII, si on lui ajoute les Non, oui, années mais où ça marche pas, ça. ne marche pas. Bon. Non, c'est pas juste. Donc, il y a tout un rituel quand même dans cette histoire du sacre. C'est Ah oui. notamment un qui a été instauré par Charles IX. Donc, c'est drôle que Charles X le reprenne. C'est le fameux roi endormi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous raconter? Alors oui, et ça c'est un élément extrêmement important. Le jour du sacre, hein, donc le sacre, vous l'avez dit tout à l'heure, vraiment, ça va de l'arrivée du roi à Reims, la veille de C'est ça. de la messe et de la cérémonie, jusqu'au retour du roi dans Paris. Pareil. Pour les dates du sacre qui nous intéressent, c'est du 28 mai au 6 juin. C'est ça la durée Ce qui est long totale quand du même, hein, sacre ce dans qui est laquel... très très long. Alors, le roi a le temps de se reposer un Oui, peu quand même, puis il a le évidemment. droit d'aller chasser, qui était quand même Évidemment. son occupation Donc, mais favorite. les 30 millions, c'est pour tous ces jours-là. Hein, c'est pas pour ça, la seule journée. Et le roi arrive, il est accueilli par le cardinal Lafare, qui a fait un grand discours qui a créé beaucoup de problèmes, mais on aura peut-être l'occasion d'en Mais parler. allez-y. Mais non, vous m'interrogez sur le roi Allez-y, dormant. oui, bien sûr. Alors, Ouais. alors, la cérémonie du roi dormant, le jour du sacre, le roi se retrouve dans le palais de l'archevêque, le palais de Thau, C'est magnifique. et une délégation d'évêques va le chercher. Alors c'est extrêmement important parce que l'évêque frappe à la porte. Ouais. De l'intérieur, on lui dit « Que demandez-vous » Alors, ça, c'est la tradition. Au sacre de Louis XIII, ça se passait comme ça. L'évêque, on lui dit « Que demandez-vous » Et l'évêque répond « Je viens chercher Louis, fils de Henri. » Et on lui répond « Il dort. » L'évêque frappe une seconde fois. Même question, même réponse, il dort. Troisième fois,
il ne demande plus Louis, fils de Henri. Il dit Louis XIII, notre roi Dieudonné, etc. Et on lui répond ah, il est réveillé, pas de problème. Voilà. Entrez. Et là, le roi le sort de son lit. Alors, l'interprétation de cela, c'est que c'est lié aux deux corps du roi. C'est ça. C'est que le roi incarnateur, comme on dit d'ailleurs physiquement, le fils de Henri, etc., lui, il peut dormir. Le roi de droit divin qui a succédé, lui ne dort jamais. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.